Donc tu es la maman de Nausicaa et Lou. Oui. Au moment où mes deux filles, donc Lou et Nausicaa, ont été placées par les services sociaux, la raison officielle, c'était marqué accouchement dans des conditions précaires. J'ai accouché à la maison, sans accompagnement médical, avec juste Raphaël, mon compagnon. Donc pas du tout d'accompagnement, juste toi. Ils ont été alertés par la mairie au moment où Raphaël il est allé faire la déclaration de naissance parce qu'ils n'ont pas accepté en fait la déclaration de naissance. Pendant que je suis au téléphone avec eux, on avait une grande baie vitrée et là je vois les cortèges, 2 voitures de policiers, une voiture de l'ASE et une autre voiture de policiers. Là j'ai la peur de ma vie. C'était vraiment le moment le plus choquant de tout. Bonjour, on vient prendre vos enfants parce que vous êtes suspecté de maltraitance. Cette dame, je la regarde et je lui dis, vous savez que vous n'avez pas le droit de faire ça, vous savez que ce que vous faites, vous n'avez pas le droit de le faire. Je vais le faire, je vais coopérer et je vais faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc ils partent, vos enfants partent. Ouais. Vous êtes émotionnellement dans quel état? Et ben, moi je pleure pas. En fait, Raphaël il a des émotions sur le coup et moi j'ai pas d'émotions. Je me sens le premier truc que je fais, c'est je tape pouponnière sur YouTube et je regarde des vidéos de pouponnière et tout ça parce que je savais pas comment c'était. J'avais peur que les filles en fait elles soient pas bien. Donc je regarde est-ce qu'elles vont être bien en pouponnière, etc. Et puis nous c'est vrai qu'on nous avait dit, on nous avait menti en fait, on nous avait dit vous pourrez les voir, pas ce week-end mais la semaine prochaine vous pourrez tout de suite les voir, etc. Vous pourrez apporter votre lait parce que moi on m'avait interdit de tirer mon lait et de lui donner, etc. Alors que normalement ils n'avaient pas le droit. Et j'appelle mes parents, à qui j'avais quand même dit attends je raccroche parce qu'il y a la police. Je leur explique et puis j'appelle 2 amis qui comptaient beaucoup pour moi pour leur expliquer. Et mon père, parce que là en fait on se retrouve vraiment dans la maison vide. Et ça, mais enfin tu vois avec la table allongée vide, la chambre vide et tout. C'est ça qui est vraiment horrible, c'est horrible. Et donc mon père tout de suite il nous dit je vous paye un truc loin près du Mont Saint-Michel et vous partez pour le week-end et tout, vous passez pas le week-end à la maison et tout ça. Ouais. Et tout de suite il y a un groupe WhatsApp qui se met en place avec les personnes que j'avais prévenues. Ils forment un groupe, on s'appelle tout le temps et on commence à déjà chercher pourquoi est-ce qu'elles ont été vraiment enlevées, parce qu'en fait on n'avait pas d'infos, à part que le médecin les trouve pas très en forme, mais en fait on savait pas. Donc du soutien direct, tout de suite des gens qui s'organisent autour de vous et pour soutenir et pour vous aider dans la démarche. Ouais, et moi j'ai posté un message sur le groupe, j'étais sur un groupe Facebook, en anonyme en plus avec un faux compte et tout, sur l'accouchement libre et autonome, et donc je poste un message en disant voilà ce qui s'est passé et tout ça. Et là, ça commence à réagir juste sur Facebook, tu vois. Il commence à y avoir beaucoup de messages, etc. Et donc, suite à ça, donc on passe la nuit. Et le lendemain, donc il y a des gens qui commencent à nous contacter pour nous donner des informations. Il y a un officier de police qui a entendu notre histoire, qui était dans le coin. Et donc, il nous a appelés pour nous dire je vais appeler tous mes collègues et tout ça pour avoir des informations. Et au final, c'est lui qui a réussi à avoir des informations. D'accord. En sachant qu'on n'avait rien, alors que normalement, en fait, quand on vient prendre ton enfant, on doit délivrer une OPP, donc opération de placement provisoire, avec toutes les explications de pourquoi est-ce qu'on les prend, de est-ce qu'on a le droit de les voir ou pas, comment, enfin avec tout l'explicatif en fait. Et nous, on n'avait rien. Et en fait, de fait, ça arrive très très souvent qu'en fait les parents ils ont aucune information. Est-ce que ça a été fait parce que vous avez fait un accouchement à domicile et que ça ne plaît pas ou que les gens ne l'expliquent pas pourquoi est-ce qu'on fait ça encore aujourd'hui, pour vraiment un signalement de potentiel entre guillemets maltraitance? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que j'ai vu une étude il n'y a pas longtemps où en fait en France il y a très peu d'accouchements à domicile. En 2022 c'était 1500 femmes qui accouchaient à domicile avec de l'assistance. Okay,
parce que les sans assistance, il n'y a pas de chiffre. Oui, je sais. Il y a des sages-femmes libérales qui font remonter le fait que leur conseil d'ordre de sages-femmes Oui. Ne sont pas très ouverts Totalement. aux accouchements à domicile. Totalement. Alors qu'il y a plein de sages-femmes qui trouvent ça hyper bien. Totalement. Que c'est une très belle démarche pour respecter la femme, la mère et la physiologie d'un accouchement, etc. C'est pour ça qu'elles ont beaucoup de difficultés à se faire assurer pour ça, à amener leurs patientes dans des maternités pour faire des suivis derrière. Est-ce que justement c'est pas parce que la politique de l'État aujourd'hui est ce qu'elle est vis-à-vis de ça qui fait qu'ils se sont dit tiens, des petits jeunes qui font ça, nous on n'est pas trop pour, on n'est pas trop au clair avec ça, allez on va les prendre, les placer puis on verra plus tard. Alors, pour moi c'est évident qu'il y a de ça. Là où j'ai du mal à répondre c'est parce que tu vois, pour arriver à du jour au lendemain placer 2 enfants, il y a toute une chaîne avec plusieurs personnes qui sont décisives, qui normalement si elles font correctement leur travail, ça n'arrive pas. Avec les mentions, les accusations basées sur rien qu'il y avait sur notre dossier, normalement les personnes clés qui à chaque fois font remonter l'info de plus en plus haut, normalement ça peut pas arriver. Donc il y a forcément, pour moi il y a plein de failles partout à tous les niveaux et on s'est forcément confronté à des gens qui ont une perception de ce qui doit être fait, de ce qui est juste, de ce qui est bien quand on a des enfants et on rentrait pas dans cette perception. Carcan sociétal. Forcément. Ok. Donc là vos enfants ils sont placés, d'accord. Qu'est-ce qui se passe pour vous par la suite? On s'est mis dans cette optique-là vraiment de guerrier, de on va tout donner quand on a eu les informations. Okay. Parce qu'on était dans le flou, donc on savait pas pour combien de temps, quoi, quand est-ce qu'on allait les revoir et tout ça. En plus, on nous avait menti, on nous avait fait croire des choses qui étaient fausses. Mais donc, elles ont été prises le vendredi soir. Et le dimanche soir, même si on sait qu'on n'avait pas le droit, on se dit, on va à la pouponnière. Moi, je me dis, j'y vais pour avoir des informations, pour apporter mon lait, pour apporter des vêtements, parce qu'elles n'avaient pas de vêtements. Raph, lui, il se dit, j'y vais pour les récupérer. Moi, je savais que c'était pas possible, mais lui, en fait, on a vraiment des phases différentes. Lui, il a vraiment fait une phase de déni pendant bien 1 semaine, où à chaque fois qu'on y allait, il se disait, j'y vais pour les récupérer. Moi, je savais que c'était pas le cas. Donc, on y va le soir. C'était le dimanche soir, aussi parce qu'on a essayé d'appeler tout le week-end et on n'avait pas de, il répondait pas, on n'avait pas de nouvelles. Donc, puis c'était assez loin quand même de chez nous. C'était à plus d'1 heure. Arrivé. On voit des dames de la pouponnière mais qui comprennent pas du tout ce qu'on leur dit. On voit que vraiment, mais les infos qu'on a, elles comprennent pas du tout. On finit par insister et puis, faut se dire qu'on était derrière une porte, il y avait une autre porte derrière et moi je savais que les filles elles étaient là. Donc moi je commence à pleurer, enfin là je commence vraiment à relâcher l'émotion que j'avais, je m'assois, je m'effondre, je pleure et tout ça. Et elles nous disent on va vous envoyer un supérieur. Le supérieur arrive, hyper vénère, hyper désagréable. Et donc c'est lui qui nous commence à nous balancer les infos précises. Vous n'avez pas le droit de les voir. Vous n'aurez pas le droit de les voir. Alors que nous on nous avait dit qu'on pourrait les voir tous les jours, etc. Et vous les verrez pas avant 2 semaines, 3 semaines si vous pouvez les récupérer. Il va y avoir un jugement, il va y avoir une audience, prenez un avocat. Enfin, il nous donne des infos essentielles. Et c'est à ce moment-là que cet homme, il commence vraiment à nous parler super mal. À Raphaël, il commence à lui dire que c'est un gamin, qu'il sera jamais un bon père, C'est cet homme-là, la fameuse scène où Raphaël jette ses clés par terre, ouais. Il lui dit vous réagissez comme un enfant. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça inadmissible. Exactement. Surtout dans un contexte comme le contexte dans lequel vous étiez, parce que ça faisait pas des semaines et des semaines et des mois, ça faisait que quelques jours que ça s'était produit. Toute cette situation qui est complètement folle, finalement. En fait, Raph, il est parti péter un câble dans son coin. C'est-à-dire que moi, je prenais les infos, je me contenais pour écouter ce qu'il avait à me dire. Et Raph, quand il a entendu les infos, il est parti dans la pelouse, il a balancé ses clés et puis il a commencé à s'énerver, mais tout seul, quoi. Et le gars a pas apprécié.
alors qu'il était loin. Et il est allé le voir et il a commencé à l'incendier, à lui parler super mal, etc. Et moi j'étais partagée entre Raphaël qui était pas bien, le gars qui s'en prenait à lui, mais il avait des infos, donc je voulais encore continuer à lui parler, à avoir les infos. Et à un moment il était tellement virulent que je dis à Raph, bah viens, enfin on s'en va, parce qu'en fait, Ouais, voilà. Je le prends, on était garés sur le parking de la Pouponnière, on monte dans la voiture, on s'assoit, moi je commence à pleurer, on était choqués des infos qu'on venait d'apprendre et du comportement du gars et tout. Donc j'essaye de me calmer avant de reprendre le volant, et pendant que je me calme, il arrive, il nous suit dans le parking et il commence à dire vous vous cassez d'ici et tout, vous avez pas le droit d'être là, vous avez pas le droit de rester là et tout ça. Donc je prends la voiture, j'avance, mais en fait j'étais tellement pas en état de conduire que je me suis garée au bout d'une minute, voilà, j'étais vraiment pas du tout en état. Et à ce moment-là, je suis sortie prendre l'air, essayer de me calmer, et c'est là que j'ai fait la vidéo où j'ai expliqué ce qui s'est passé et où je l'ai postée sur les réseaux. Ok, donc la fameuse vidéo finalement qui a été partagée, repartagée, et qui a fait que votre histoire, elle a été médiatisée. Exactement. Aux yeux du grand public, presse locale, nationale, je crois aussi. Ça a été vraiment ça a fait effet boule de neige en fait. Ouais. Et c'est aussi grâce à votre histoire qu'on a reparlé des placements abusifs de l'ASE. Parce que ça date pas d'aujourd'hui, les placements abusifs de l'ASE. C'est vrai. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a des gens qui se battent parce que leurs enfants ont été placés ou eux ont été placés de manière abusive. Et c'est vrai que votre histoire, elle a relancé un peu le débat sur est-ce que notre système de placement il est très adapté, est-ce que c'est très à l'écoute, est-ce que ça respecte et les parents et les enfants. Parce que quand on t'écoute et quand on entend ton histoire, on a l'impression que finalement pour, par exemple, la Pouponnière, vous étiez déjà coupable. Alors qu'on vous a vendu le placement plutôt comme on a un doute, donc pour l'instant on les place. Alors que pour eux c'était vous êtes des parents maltraitants, c'est terminé. C'est quand même un sacré gap. Bah oui, parce que dimanche soir on poste la vidéo, lundi on a été harcelé d'appels téléphoniques de médias. Tant mieux d'une certaine manière. Oui, ça allait très 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 vite. On a reçu aussi énormément de soutien. Et à partir de ce moment-là, y a des personnes de notre famille qui ont décidé de venir vivre chez nous. Jusqu'à ce qu'on récupère les filles. Ils ont dit on vient et on ne bouge pas. Des amis aussi. Donc on ne bouge pas tant qu'on n'a pas récupéré les filles. Et nous, de notre côté, on a dû gérer. On a eu un entretien chez le psy. On a eu une visite de notre domicile. On a eu des choses comme ça. Grâce à la médiatisation, ça c'est moi qui le dis parce que l'ASE le dira pas, on a eu rapidement, très très rapidement des droits de visite qui ont été donnés. Mais quand je dis très très rapidement, c'est au bout d'une semaine. Donc en fait pour Lou, qui avait une semaine quand elle était enlevée, moi je l'ai revue, elle avait 2 semaines. Elle avait déjà passé autant de temps de sa vie sans moi qu'avec moi. Pour Nausicaa, ça a été... On l'avait jamais laissé une semaine sans personne. En plus là, avec des inconnus, tous les soirs elle pleurait en nous appelant, etc. Enfin, elle a arrêté de manger. Elle souriait pas, elle parlait pas. Elle restait immobile, à sucer son pouce, complètement. Et donc quand on l'a récupérée, la première visite au bout d'une semaine, ça a été le plus dur de tout. Parce qu'elle était... Déjà, on voulait qu'elle vienne, elle venait pas. Elle nous regardait pas. En fait, elle nous regardait pas dans les yeux. Elle restait comme ça. Elle faisait des tout petits gémissements. Alors que Nausicaa, d'habitude, elle est super solaire. Elle parle énormément et tout ça. On voulait jouer avec elle. Elle voulait pas jouer. Elle bougeait plus en fait. Et puis Raphaël, ça lui faisait trop de peine parce qu'il essayait de la porter et elle voulait pas. Elle voulait que être contre moi. Et puis elle a mis 45 minutes à redevenir elle-même. Ça a duré 15 minutes et puis après, il a fallu qu'on parte. Donc en fait, au début, nous, on s'est battus pour avoir des droits de visite. Et moi, après une visite, je me suis dit, mais en fait, je veux plus faire de visite. C'est traumatique. Parce que c'est horrible. Pour elle. En fait, c'est comme tu fais une piqûre de rappel de ce que tu as pu. Tu viens regoûter au bonheur que c'est d'entrer ensemble.
et tu revis de l'arrachement et de la séparation. Ah, c'est difficile. Et moi, je me suis dit, donc après, en fait, j'ai appréhendé les visites et c'était super dur. C'était vraiment. Et en plus, visite médiatisée, donc t'es dans une pièce, il y a 2 personnes qui regardent et dès que tu fais un truc, ouais, c'est hyper anxiogène. elles notent tout ce que tu fais. C'est hyper anxiogène. Et puis, clairement, elles étaient pas de notre côté, quoi. C'était des jugements, c'était pas du soutien. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est. Tu vois, moi, pour avoir parlé avec des gens voilà, qui ont été placés à l'ASE ou qui ont fait des visites médiatisées, etc. Moi, je trouve ça fou. Ils sont pas du tout dans l'accompagnement, en fait. Tu sais, quand tu as vraiment des problématiques familiales, des vraies grosses problématiques familiales, ils sont là pour médiatiser, pour voir si la situation se passe bien et pour essayer de faire en sorte qu'il y ait du lien, que ça se recrée quand tu as des cassures de lien familial, etc., etc. Moi, tous les gens qui m'en parlent, c'est que ce genre de retour qu'ils ont. Tu sais, c'est pas des bonnes émotions dans des bons contextes, et je trouve ça difficile, surtout vous dans votre situation, vous vous battez pour revoir vos enfants, et le peu de temps que vous les voyez, vous vivez pas bien en fait, ni vous, ni elle, ni... Non. C'est difficile, hyper difficile. À quel moment vous apprenez que vous allez les récupérer, qu'ils vont enfin revenir dans vos bras? Le jour de l'audience, donc au bout de 2 semaines. Ok. C'est le premier truc que la juge, elle dit. Ok. Elle nous dit vous allez les récupérer, c'est un fait. Maintenant, on va parler d'autre chose. Et en fait, ce dont on a principalement parlé pendant l'audience, ça a été de la médiatisation. D'accord. Ça, notre avocate, elle nous avait prévenu. En fait, ça a énormément braqué la juge et tout le monde, le fait qu'on médiatise et qu'on remette en cause leurs décisions. C'est quelque chose qui arrive jamais dans ce monde-là des services sociaux. Toutes les audiences sont privées. Il n'y a pas d'observateurs extérieurs. Ce qui fait qu'en fait, jamais ils sont remis en cause. Et il y a vraiment un sentiment de toute puissance. Enfin, vraiment, moi, c'est ce que... C'est comme ça que tu l'as perçu. Ah ouais, énormément. Mais c'est un fait. Enfin, je veux dire, nous, on a dû plaider qu'on l'avait pas fait exprès. Que le contrôle nous avait échappé et qu'on n'avait pas voulu. Et d'ailleurs, à partir du moment où on a commencé à travailler avec notre avocate, on a dû arrêter tout. On répondait plus aux journalistes, on a arrêté de mettre des publications sur Instagram et tout ça parce qu'elle nous a dit, si vous faites ça, vous les récupérerez pas. Et elle nous dit, il faut faire un choix entre vous battre pour une cause et communiquer publiquement ou essayer de récupérer vos filles. Et si vous voulez essayer de les récupérer, il faut arrêter de vous exprimer publiquement. Et c'est ce qu'on a fait. Mais donc ça a été ça dont il était question à l'audience. C'est fou. Alors ça, le fait de médiatiser des actions, des dires par rapport à l'ASE, etc. Et ça, je l'ai déjà entendu. Le fait que c'est quelque chose qu'il faut pas médiatiser quand tu as des problèmes. Tu peux le faire après, sans problème, mais ça risque en amont, si tu le fais pendant, de te porter préjudice. Parce qu'ils ont du mal à accepter le fait qu'il y ait des failles chez eux. Et c'est dommage quand même, de ne pas accepter qu'on ait des failles, surtout pour un service comme ça. Donc vous les récupérez, la juge elle vous donne des obligations, des choses à respecter pour acter de manière plus pérenne le fait que vous ayez plus forcément de chapeauté par l'ASE. Alors, on sait qu'on va avoir un suivi. Ok. Parce qu'en fait, l'OPP, ce qu'on a eu, c'est la mesure la plus haute de placement. Et jamais, juste par principe, même s'ils ont fait une erreur, déjà, 1, ils vont pas s'excuser. Et de 2, le protocole, c'était tout en haut. Tu vas pas passer de tout en haut à rien. Tu vas descendre progressivement. Et donc, nous, on a eu un placement à domicile de 4 mois pour, je cite, accompagner le retour à la maison. Donc, en gros, ils ont dit, vous êtes traumatisés. Il faut qu'on vous aide à aller mieux. Et donc l'idée c'était, ils sont venus 1 heure, 2 heures toutes les semaines à la maison pour vérifier est-ce que ça va, est-ce que vous arrivez à créer le lien, en tant que jeunes parents aussi, donc voilà, donc besoin d'aide parce qu'on est jeunes, etc. Donc voilà, fallait qu'on ait besoin d'eux. Ils étaient contents.
Et nous, ça a été horrible en fait, parce que nous, on avait besoin de passer à autre chose, d'être juste entre nous. Et en plus, là, Lou, elle a eu de ses 0 à ses 4 mois. Je veux dire, nous, fallait que la maison, elle soit tout le temps nickel, fallait être dispo pour eux, Et puis en fait, comme la confiance, elle était rompue, moi, je disais rien de vrai. C'est-à-dire qu'elle me disait, ça va, elle dort bien. Oui, elle dort très bien. Et vous, ça va? Oui, ça va très bien. Et en fait, je faisais que faire semblant que tout allait bien pour qu'ils nous laissent. Et ça n'avait aucun sens. Ouais, pour ça n'avait aucun sens ce suivi. Bazarder l'obligation, et en plus toujours en disant ils viennent chez moi, mais j'ai toujours l'épée de Damoclès de revivre ce qu'on vient de vivre si ça leur convient pas. Et surtout, en fait, pour moi, ce qui fonctionne pas, c'est que ça aurait pu être du soutien si c'était des personnes soutenantes qui étaient venues. Or, c'était les personnes qui étaient là pendant les visites médiatisées. C'était des personnes, on savait qu'elles avaient été braquées par la médiatisation, et on sentait qu'elles cherchaient un peu à nous mater, un peu à ce qu'en fait on soit d'accord avec elles, et à ce qu'on rentre dans leur moule à elles en fait. Et du coup, on n'avait pas confiance, et pour moi en fait ça marche pas au niveau de la PMI d'allier soutien et surveillance. C'est-à-dire que tu peux pas livrer tes vulnérabilités à quelqu'un qui peut aussi t'enlever tes enfants et qui te juge. Ça contre toi. Pour moi, quelqu'un qui te soutient, il faut pas qu'il soit là pour juger est-ce que t'es un bon parent ou pas. Un soutien, c'est un soutien. Et peu importe si t'as des failles, il va te soutenir. Et là, en fait, du coup, ça marchait pas du tout. Et donc, c'est tout. J'ai montré aucune vulnérabilité. C'était un poids supplémentaire. C'était l'enfer. C'était les pires 4 mois de ma vie. Et c'est dommage. Parce que c'était les débuts de Lou, etc. et de notre famille à 4. Mais c'était un échec total. Au bout de ces 4 mois, on a encore une audience. On a eu un suivi de 8 mois en AEMO. Donc là, c'est une fois par mois. Et on a changé enfin de personne. Et là, on a rencontré des travailleurs sociaux géniaux, qui étaient vraiment bien. Déjà, ils avaient déjà conscience que... forcément, ils connaissaient notre histoire. Et ils trouvaient déjà que c'était abusé, etc. Et donc, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que déjà, ça m'a permis de recréer des liens avec des gens de ce milieu-là, sans que ce soit des liens conflictuels. Et puis, ils nous ont encouragés à écrire une lettre au juge, à refaire une audience, parce que normalement, ça aurait dû s'arrêter sans audience. Et du coup, on en a refait une pour expliquer au juge, pour nous, ce qui allait pas, en fait, ce qui était pas ok et tout. Donc, à l'heure actuelle, faut savoir que ni Nausicaa ni Lou n'ont de souvenirs. D'accord. Nausicaa, je lui en parle régulièrement de la pouponnière, mais elle s'en souvient pas du tout. Tant mieux. Oui. En tout cas, pas directement. En fait, Nausicaa, je vois aucun impact aujourd'hui dans la manière dont elle vit. Elle a mis longtemps à récupérer. Elle a été vraiment traumatisée fort, ça se voyait fort, pendant plusieurs mois. Et après, ça s'est remis. Et maintenant, je la trouve super sécure, super résiliente, super à l'aise. Je la trouve incroyable, et je vois pas du tout d'impact négatif non, pas de du ce tout. qu'elle a vécu. Aucun. D'accord. Okay. Aucune inquiétude, aucune insécurité, etc. D'accord. Lou, c'est très très compliqué. D'accord. Lou, c'est très très compliqué. Mais depuis... En fait, on n'arrête pas de dire que ça va passer, mais en fait, ça passe pas. Donc je crois qu'il faut que j'arrête déjà de me dire que ça va passer en grandissant. C'est vraiment énormément d'insécurité. Beaucoup besoin d'extérioriser. Des pleurs, de tout ça, mais pas pour une raison, tu vois. J'ai l'impression que vraiment, chez elle, il y a un truc, voilà, elle a besoin de pleurer beaucoup, elle a besoin de... Et puis oui, elle a très peur facilement, il faut tout le temps qu'elle soit près de moi, avec moi, etc. Elle a 2 ans, ça fait 2 ans qu'elle dort pas, et elle a besoin tout le temps d'être rassurée qu'on est là. Et moi, en tout cas, je sens une super grande insécurité chez elle. Tu penses que c'est lié au fait justement du placement, qu'elle vous a été enlevée alors elle avait que quelques jours de vie finalement, et est-ce que tu penses que c'est forcément lié à ça? Oui. Je vais dire oui, et en même temps, elle, je lui dis jamais, parce que justement, j'avais pas envie que ça l'enferme, cette histoire-là, et du coup, j'avais pas envie de lui coller l'étiquette de
ah bah t'as vécu un traumatisme de séparation, donc toutes tes réactions, elles sont à cause de ça. J'ai envie de la voir différemment et j'ai envie de me dire, bah non, tout est possible et elle peut trouver une sécurité intérieure super forte et être super résiliente et tout. Donc je me dis ça au quotidien, mais en vrai, quand on se pose avec Raph et qu'on fait le constat de comment elle est aujourd'hui, on se dit c'est chaud et on se dit c'est forcément lié à ça. Ok. Vous lui en parlerez plus tard, je suppose, de toute cette histoire. Bah on leur en parle, hein. Ouais. Parce qu'on essaie justement que ce soit un truc connu de toujours et pas quelque chose... Ouais, pas un truc qu'on va attendre qu'elles aient l'âge pour leur en parler, etc. Mais pour l'instant, des fois j'en parle à Nausicaa, mais pour elle c'est abstrait, ça lui dit rien, etc. Je pense plus Lou, quand elle sera vraiment en âge de saisir plus, moi j'essaierai de lui en parler parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Pour guérir un traumatisme. Ouais.